Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bonjour et bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Et il y a un enjeu crucial qui est celui de la biodiversité et de sa préservation. Nous sommes avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous avez publié aussi il y a quelques semaines cet ouvrage aux éditions First, la biodiversité pour les nuls. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Alain Bougrain-Dubourg, la LPO organise avec le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Office français de la biodiversité tout ce week-end un comptage des oiseaux sur le territoire national. Alors, tous les habitants sont invités à y participer. Objectif, c'est contribuer au suivi scientifique des populations des espèces les plus communes. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, il y a un protocole extrêmement simple et on n'est pas obligé d'être un ornithologue de grande dimension. On a des petites fiches qui nous permettent d'identifier les oiseaux du jardin les plus communs. On va dire il y en a une quinzaine maximum. Et l'idée, c'est pendant 1 heure, on s'assied dans un coin. Ça peut être son jardin, le jardin du voisin, un jardin public, et on observe. Et on va compter le nombre d'oiseaux, mais non pas en disant j'ai vu 3 mésanges, 2 tourterelles et un étourneau. On va pas les associer, on va prendre à chaque fois les oiseaux les plus nombreux qu'on a vus à un moment donné. C'est-à-dire, je vais être clair, si vous avez une mangeoire avec des mésanges qui viennent, par exemple, c'est une bonne idée en ce moment, il fait un peu froid, et bien vous allez prendre le moment où vous avez vu le plus grand nombre de mésanges. Puis voilà, vous indiquerez. Et si vous avez vu 5 mésanges à la fois, on retiendra 5 mésanges et on oublie quand il n'y en a eu que 2 qui sont venus. Donc tout ça pendant 1 heure. Et ça nous donne, après on envoie les données, les résultats, et ça nous donne un indicateur assez fiable. Il y a un protocole qui est finalement suivi par les scientifiques derrière et qui nous permet d'évaluer d'année en année l'état des populations et quels sont les oiseaux les plus présents. Alors ça sert à quoi de savoir ça ? Oui, pourquoi avez-vous besoin des citoyens ? D'abord parce qu'on est curieux de nature. Et on veut savoir ce qui se passe autour de nous, ce vivant qui s'anime, mais aussi parce que quand les espèces sont fragilisées, on essaie de comprendre pourquoi. Et on constate, il y a eu un rapport du Muséum national d'histoire naturelle très récent, que ce sont souvent les pesticides qui affectent le plus les oiseaux, y compris les oiseaux des jardins, puisque ce rapport fait la corrélation entre l'usage des pesticides, là, les départements où on en achète le plus, et l'état des populations d'oiseaux. Alors, dernier point intéressant, je crois, c'est que quand les populations d'oiseaux sont en nombre, c'est tout le cortège du vivant qui s'épanouit. Les insectes, les petits mammifères, les batraciens. Quand les populations d'oiseaux disparaissent, c'est la biodiversité qui s'estompe. Exactement. Donc c'est un indicateur, et pour information, sans être trop long, actuellement on constate que on perd chaque année en Europe 20 millions d'oiseaux, pas d'espèces, 20 millions d'oiseaux, 800 millions d'oiseaux en 4 décennies, et donc ça nous renvoie à l'état de la biodiversité qui est dans un état pathétique. Oui, on en reparlera tout à l'heure effectivement avec votre ouvrage. Ce comptage, il est assez récent quand même, vous l'avez mis en place en 2012, avec quel résultat? Je lisais quand même qu'il y avait près de 500 000 oiseaux qui avaient été comptabilisés en janvier dernier, oui, effectivement, avec plus de 20 000 à 28 000 d'ailleurs observateurs, donc des résultats qui sont quand même conséquents. Oui, alors ça monte bien en France d'année en année. On est des gamins par rapport aux anglo-saxons pour qui c'est un sport national que de regarder les oiseaux des jardins. Voilà. Mais ça monte et ce qu'il y a de formidable, c'est que
cette science participative, on a le sentiment d'être un peu utile à une cause, et puis c'est en même temps le spectacle de la vie qui est là, et on en est témoin, et ça c'est vraiment délicieux. Alors parmi les plus présents, il y a le moineau domestique qui est là, plus de 200 000 comptages l'année dernière, c'est plutôt bien parce qu'il était fragilisé, et puis la mésange charbonnière, en deuxième c'est le rouge-gorge, et en troisième, la mésange bleue. Oui, voilà. La mésange bleue, on va regarder tout de suite. La mésange bleue, effectivement, on peut s'arrêter directement sur cet oiseau. Un oiseau Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est sympa. Elle est sympa, cette mésange. D'abord, elle se nourrit de beaucoup d'insectes. Et certaines communes, comme Sainte-Marie, dans l'île de Ré, par exemple, met des nichoirs à mésange bleue ou charbonnière parce qu'ils mangent les chenilles processionnaires. Ah oui. Et c'est une façon de limiter... Et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'elle vient volontiers. Ça fait partie des premiers oiseaux qui viennent nidifier dans un jardin dès qu'on met des capacités d'accueil. Et la LPO a lancé également les refuges LPO. L'idée est, vous avez un jardin, vous essayez de valoriser la biodiversité. Alors comment ? En mettant des nichoirs, en mettant des mangeoires en hiver. On arrête après, en mettant une petite mare, en mettant un hôtel à insectes. Alors, et ça avait bien fonctionné aussi comme initiative. Très, très bien. On a plus de 70 000 refuges LPO, c'est près de 80 000 hectares. L'un des plus prestigieux que j'ai inauguré, c'est l'Assemblée nationale. Ah, pas mal. Pour les noms d'oiseaux, ils sont excellents. Donc on devait en faire un refuge LPO. Voilà. Alors, en tout cas, effectivement, vous l'avez dit aujourd'hui, cet observatoire des oiseaux, c'est le plus important dispositif français de sciences participatives impliquant le grand public. Et c'est important aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu déconnecté du vivant, qu'on ne sait plus reconnaître rien du tout. Oui. C'est la réalité ? Ça s'est amélioré ? Non, ça s'améliore. Et notamment depuis la Covid-19, où on a été bloqué à la maison et d'un seul coup, on s'est mis à écouter le silence. Et qu'est-ce qu'on a entendu ? Le chant des oiseaux. Et là, il y a des vocations qui sont nées. Et la LPO avait lancé une idée sympa. C'était un peu boutade, mais confiné, mais aux aguets. On avait dit aux gens, dites tout ce que vous voyez comme oiseau depuis votre fenêtre ou votre jardin. On a eu plus d'1 million de réponses en quelques jours. Et après, les gens ont tiré le fil en disant ça y est, la mésange charbonnière, je l'identifie. Rouge-gorge, pas de problème. Le merle noir, là, qui va ramper sous les buissons, je l'ai. Et puis, c'est devenu, une démarche un peu collective, familiale, où on essaie de reconnaître les oiseaux. Puis après, quand on est balèze, on essaie de reconnaître le chant des oiseaux. Et moi, je suis frustré parce que je suis pas aussi bon que mes collègues, c'est incroyable. Ça dit, il y a des applications maintenant qui sont quand même assez bien faites et qui nous permettent quand même de les reconnaître si on se balade dans la nature. Alors c'est vrai qu'effectivement la Covid a permis de se reconnecter un peu au vivant. Alors c'est un peu retombé quand même depuis, mais c'est vrai que vous, à la LPO, vous aidez les citoyens effectivement à se mettre le pied à l'étrier très régulièrement. C'est important aussi parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, l'oiseau, c'est vraiment un indicateur, un véritable bio-indicateur de l'état de l'environnement. S'il y a beaucoup d'oiseaux, ça veut dire que la biodiversité se porte bien. Si les oiseaux chutent, ça veut dire que ça va plutôt très mal. Et l'un des problèmes avec la biodiversité, c'est précisément qu'on manque d'indicateurs. Pour la question climatique, il y a les tonnes carbone. Et on voit très clairement, si on fait du vélo, de la bagnole, du train ou de l'avion, quel va être notre impact. En biodiversité, on n'a pas... Le seul indicateur reconnu scientifiquement, c'est l'oiseau. Mais c'est très insuffisant pour voir quel est l'impact qu'on a sur la biodiversité en fonction de nos actions. Et la biodiversité est un peu le parent pauvre. On est confronté à une situation qui est de dire, finalement, à quoi ça sert ? Si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann disparaissent, souvent on ne savait même pas qu'ils existaient préalablement, et puis après, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Et ça, c'est catastrophique. Parce que si on a ce regard utilitaire à l'égard de nos voisins de planète, c'est qu'on va laisser sur le bord du chemin
toute une vie dont on a éthiquement le devoir d'être responsable parce qu'on est les grands dominants de la planète. Oui, il y a un devoir de pédagogie d'ailleurs à cet égard, parce que c'est vrai qu'on a une méconnaissance totale de ce qu'est la biodiversité et effectivement mais il y a une demande de la part de ce qui nous entoure et de comment elle nous sert en fait, comment elle nous fait vivre. Exactement. Et chaque fois, vous savez, autrefois, c'était des grands-parents, parfois chasseurs du reste, mais qui emmenaient les gamins autour d'une mare, et puis on voyait le tétard devenir grenouille en quelques jours. C'était fascinant. Et quand on avait été le témoin de cette évolution extraordinaire, en raccourci, à la Darwin presque, eh ben, on n'était plus indifférent aux vivants quand on devenait adulte. On restait attentif. Et donc, il faut à nouveau enraciner cette volonté d'être curieux de nature. Voilà. Et on s'y emploie, la LPO, et il y a une vraie demande, y compris dans le domaine pédagogique. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens donnés pour cette éducation à l'environnement. Voilà. Alors justement, tout ce comptage se passe au niveau local. Justement, les municipales approchent. Il y a un sondage qui est paru récemment, on va le commenter ensemble, sondage IFOP pour Action Réseau Climat, mais aussi le Secours catholique. Voici ce qu'on apprend, c'est que les Français soutiennent les mesures en faveur de la transition écologique au niveau communal. 63% d'entre eux tiendraient rigueur aux candidats qui souhaiteraient les détricoter. Il y a aussi d'autres choses, un soutien unanime à la création et maintien de zones naturelles, adaptation des bâtiments communaux, bref, plein de mesures comme ça qui ont le soutien des citoyens. C'est vrai que ça va un peu à rebours de ce qu'on peut entendre. Qu'est-ce que cela dit, cela, des attentes des Français ? C'est rassurant. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la sécurité, du chômage, qui sont des ressources financières, qui sont évidemment des questions prioritaires. Mais le vivant dans lequel on est, c'est pas simplement un décor. Ça relève de la santé publique. Quand on dit que si on vit à moins de 15 minutes d'une forêt ou d'un groupe d'arbres, on va être affecté. Psychologiquement, parfois des pathologies plus graves. Tout ça révèle la nécessité donc d'être attentif à la biodiversité. Et moi, je suis pour les COP, les grandes messes internationales, mais je le suis davantage peut-être pour les actions de terrain. Et les maires sont plutôt de bonne volonté. Il faut les accompagner, ce que la LPO a fait, pour les guider dans leur démarche. Comment je fais quand je suis maire pour valoriser la biodiversité? Donc on a proposé, en restant complètement apolitique, une dizaine de mesures. Oui, j'allais y venir, effectivement. La LPO propose effectivement 10 mesures concrètes pour faire d'un mandat un mandat pour la biodiversité, positif, en accord effectivement avec des attentes des Français qui sentent aussi les conséquences du réchauffement climatique et qui ont quand même qui sont au courant de ce qui se passe et qui veulent agir. Moi, il y en avait deux que j'avais vus, que je vous propose de commenter. Je vous en parliez, permettre à chaque habitant de bénéficier d'un espace de nature à moins de 15 minutes à pied de chez lui. Et autre mesure également, consacrer un espace vert de la commune pour l'école du dehors. Alors ça, c'est vrai aussi que c'est une mesure intéressante. Dans d'autres pays, c'est tout à fait rentré dans les mœurs. On fait école dehors, on va dehors, on sort. Là, il y a un vrai travail à faire avec les enfants qui seront les adultes de demain, effectivement, et qui sont de plus en plus accaparés par les écrans aujourd'hui. Exactement, sollicités par trop de choses. Autrefois, il y avait des sorties nature où justement on allait dans une mare, on allait poser des nichoirs, on allait communier avec la nature, et je crois que ça permettait de planter des futures vocations. Et puis tout ça a été un peu effacé pour plein de raisons mais il y a notamment l'encadrement qui pose un gros problème. Il faut un encadrement aujourd'hui à bien des égards, qui est beaucoup plus lourd qu'autrefois. Et donc, ça limite les sorties nature. Il faut réinitier tout cela. Autre chose, il y a les ABC. C'est l'Atlas de la biodiversité communale. Alors ça, chaque commune peut faire un état des lieux de son patrimoine naturel, avec les associations locales, etc. Et on a un protocole très simple. Et finalement, on connaît son patrimoine culturel dans une commune. On ne connaît pas son patrimoine naturel. Et alors, ça permet de faire un état des lieux et en plus, derrière, de le valoriser, de se dire, on peut faire mieux. Comment on va faire pour arranger ? Bon, alors ça, c'est une proposition. Il y a la pollution lumineuse, ça a l'air idiot, mais c'est très simple. Désormais, il faut y aller. C'est une autre proposition. Donc, on voit que pour un maire,
on a lancé l'opération au Salon des maires, et puis ça a très bien marché. C'est très touchant, j'ai envie de dire, de voir tant de maires nous dire « Bon, comment je fais ? Je suis d'accord avec vous, mais attendez, j'ai tellement de trucs dans la tête. » Et nous, on donne le mode d'emploi. Oui, voilà. Et puis, il y a des choses assez faciles à mettre en place assez rapidement. On en vient à votre livre, qui est un hommage, évidemment, au vivant, à la biodiversité. C'est tout ce vivant qui nous entoure. Vous parlez aussi de la 6e extinction massive que nous sommes en train de vivre. Et vous présentez des solutions, effectivement, pour y répondre. Alors, un livre sur la biodiversité, on ne sait pas par où commencer. Comment l'avez-vous conçu ? Parce que c'est immense. Alors, c'est un monument. C'est un monument, voilà. J'ai été aidé par l'Office français pour la biodiversité et j'ai fait appel à des amis qui, pour la première fois dans cette collection, ont accepté d'être des grands témoins. Il n'y en avait pas. Alors, c'est Eric Orsena, c'est Boris Cyrulnik, c'est Jane Goodall qui m'a fait un texte, qui nous a quittés, etc. Bon. Et il y a un cadre très rigoureux dans cette collection des nuls. Oui. Il faut arriver à comprendre comment ça marche. Il y a des citations, des encadrés, des retours en arrière, des machins. Bon, quand vous avez un peu compris, vous remplissez les cases. Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que ça va de l'origine de la vie, il y a 3,5 milliards d'années, jusqu'aux animaux du futur. Quand on va disparaître, qu'est-ce qui restera ? Est-ce qu'il y aura des animaux ? Est-ce que la dérive des continents va à nouveau créer une Pangée, un continent unique ? On se dirige vers ça, peut-être, du reste. Voilà. Et puis, au milieu de tout ça, il y a nous. Qu'est-ce qu'on fait pour cette nature ? Comment on s'insère dedans ? Voilà, les femmes ont un rôle, mais admirable, que je souligne, mais il y a la biodiversité dans le cinéma, dans la littérature, dans la musique, enfin, tout est abordé là-dedans, voilà. Alors, ce que vous nous dites aussi, c'est que finalement, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde à son niveau. Citoyens, on le voit, puisqu'effectivement, vous les sollicitez souvent via la LPO, mais voilà, tout le monde a un rôle à jouer pour cette biodiversité qui est en déclin. Et j'ai envie de dire que le premier rôle, si on veut être utile, c'est d'aider une association de protection de la nature. Ça a l'air idiot, mais on a des associations admirables en France. Et la soutenir par solidarité, adhérer, c'est une façon de permettre aux associations d'aller devant l'exécutif, les ministres, les premiers ministres, voire les présidents, et ils pèsent assez lourd, et donc ils disent, voilà, faut bouger. Donc, si on a de la solidarité à l'égard des associations de protection de la nature, on peut contribuer à sauver la biodiversité. Et alors, dernière question, Alain Bougrain-Dubourg, on est en début d'année, alors c'est vrai que l'émission s'appelle Impact Positif, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, surtout sur le front du vivant, de la biodiversité, de la transition écologique et sociale. S'il fallait retenir quelque chose de positif quand même, en ce début d'année, qu'est-ce que ce serait ? J'ai envie de dire le potentiel extraordinaire que nous offre la biodiversité, mais qu'on ne voit pas. Donc, ouvrons les yeux sur ce vivant qui nous enrichit à tout point de vue. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui intègre tous les établissements publics, muséums, CNRS, INRAE, etc., sort un document actuellement sur les effets positifs du vivant. Sur le plan, encore une fois, ça dit... Savez-vous que 60% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. Bien sûr. C'est pour ça que maintenant, on voit la nature qui est dans des conseils d'administration. Il y a un siège pour la nature dans les conseils d'administration. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Bougrain-Dubourg, d'être passé dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez voir en intégralité, en replay sur tf1info.fr. Et bien sûr, c'est un podcast que vous écoutez sur toutes les plateformes maintenant depuis plusieurs années. Merci encore, Alain Bougrain-Dubourg.